Bonjour Alain Mabanckou. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à la rédaction du Point en cette période agitée de promotion de votre nouveau roman Le commerce des allongés, paru au Seuil. Un roman qui nous ramène à votre ville natale, Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, où vous êtes né le 24 février 1966 et où vous avez grandi avant de vous envoler vers la France, vers Nantes, vers vos études. Je vais vite car aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis où vous enseignez la littérature francophone à l'UCLA, vivez à Santa Monica quand vous n'êtes pas aux quatre coins du monde. Votre roman est écrit à la deuxième personne du singulier. Le narrateur s'adresse tout du long à un certain Liwa Ekima Kingai, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui travaillait dans les cuisines d'un hôtel de Pointe-Noire, le Victory Palace, là où travaillait votre père, comme le savent bien vos lecteurs. Et le jour de la fête de l'indépendance du pays, revêtu de sa plus belle tenue au pays de la SAP, Société des ambianceurs et personnes élégantes, à l'image de la vôtre, ce jeune homme s'en va en discothèque. Et là, sa rencontre avec une belle jeune femme lui sera fatale. En effet, Liwa, le héros de votre livre, est un mort. Mais un mort bien vivant puisqu'il sort de son tombeau, du frère Lachaise et non du cimetière des riches, puisque la lutte des classes continue dans l'au-delà. Il en sort pour reparcourir et la ville et sa vie. Le commerce des allongés, c'est une des immersions les plus profondes que vous offrez aux lecteurs dans les croyances, les contes, les légendes, mais aussi dans la société contemporaine congolaise. Vous en avez d'ailleurs merveilleusement parlé au rendez-vous de Blois, ou de l'histoire de Blois, où nous avons fait un entretien qui sera à revoir sur le site des rendez-vous de l'histoire de Blois. Mais aujourd'hui, c'est un exercice plus vaste et je l'espère aussi enjoué que le dictionnaire des cultures africaines que vous avez signé chez Fayard avec votre ami écrivain Abdourahmane Ouaberi, que je vous invite. C'est à l'abécédaire d'Alain Mabanckou. Alors notre timing pour 26 lettres supposerait 1 minute par lettre, c'est donc impossible. Nous allons donc sauter allègrement d'une lettre à l'autre de l'alphabet et c'est parti. A comme Alain. Moi, je ne dirais pas A comme Alain, j'aurais préféré A comme Afrique, puisque quand on me voit, on voit d'abord un Africain, par la suite, on voit d'abord un Congolais, donc ça aurait été C, puis un Africain. Ben, Alain, si on prenait ce prénom, c'est presque plutôt la trace du christianisme qui est venu s'installer dans le continent africain. Parce que Alain, ce n'est pas un prénom africain. C'est pour ça que beaucoup, comme au Congo démocratique, avaient choisi au moment des indépendances de déchristianiser leur nom en ayant des noms purement africains, comme celui qu'avait le président du Zaïre, Mobutu Sese Seko Kukuwendo Wazabanga. Alors passons à B comme Bembe, si vous voulez bien. Oui, B comme Bembe. Bembe, c'est le groupe de population, comme on dit, le groupe ethnique auquel appartenait ma mère. Donc, ils sont dans la région de la Bouenza, au sud du Congo. Ils parlent la langue Bembe. Je ne la parle pas trop. Je ne sais pas, peut-être parce que je n'ai pas fait des efforts de l'apprendre et que je la comprends plutôt à 100%. Et c'est aussi le fait que je suis beaucoup plus un enfant de la ville de Pointe-Noire, où j'ai grandi, que de ces villages que je ne visitais que pendant les vacances. Alors AC, qu'est-ce que vous diriez? Congo, Collège de France, Camara, Comte? Je pense que, pour faire plus intellectuel, on dirait Collège de France. C'était un moment important, mon intronisation au Collège de France en 2016. C'était un moment de réflexion sur les littératures africaines. C'était un moment aussi qui m'avait permis de réunir l'ensemble des intellectuels africains, puisque c'était vraiment la première fois que le Collège de France nommait un professeur africain de littérature, un écrivain surtout de littérature pour enseigner justement là-bas. J'ai occupé cette chaire de création artistique et c'était un moment aussi bien très important dans ma carrière d'universitaire
mais aussi tout simplement d'écrivain et de celui qui est soucieux de relire l'histoire du continent africain. AD, j'irais bien pour ma part du côté de Demain j'aurai 20 ans, qui a marqué le début de votre autobiographie romancée et votre entrée dans la collection blanche de Gallimard. D'ailleurs, c'était une entrée furtive, mais voilà, est-ce que ce D vous convient ou vous optez pour un autre? Non, Demain j'aurai 20 ans parce que c'est un de mes romans dont j'ai beaucoup d'affection parce que ça parle de mon enfance, ça parle de l'enfance, le narrateur, il est enfant, on voit mes parents, on voit un ensemble de personnages qui peuplent l'ensemble de mes romans. Donc c'est en 2010, c'était un moment capital pour moi de sortir ce roman aux éditions Gallimard et de voir aussi que dans la foulée, il avait remporté le prix Georges Brassens, sachant que Georges Brassens est un de mes artistes les plus enchanteurs, ceux que je préfère le plus. Alors si on va à eux, j'avais une suggestion qui était justement vos éditeurs, vos multiples éditeurs. Peut-être un mot sur le premier, en tout cas de vos romans, Présence africaine, mais pas forcément. À vous de nous raconter votre itinéraire et votre jeu presque entre tous ces éditeurs qui vous publient. Non, je pense que j'ai toujours gardé de bonnes relations avec les éditeurs avec qui j'ai travaillé, que ce soit des éditeurs de l'époque où on parlait de l'Harmattan. Denis Priant, c'est quelqu'un que je rencontre, que j'ai connu. À l'époque, je dirigeais même chez eux la collection Poètes des 5 continents, où j'essayais de publier de la poésie. C'était quelle époque ça? Ça, c'est les années 90. Donc, nous sommes dans les années 97, 98. Je n'ai pas encore publié de roman, où je vais publier le premier roman en 1998 aux éditions Présence africaine. Mais bien entendu, en tant que poète, puisqu'à l'époque je publiais beaucoup de poésie, j'avais des petits éditeurs à gauche et à droite, Paul Dakeo des éditions Nouvelles du Sud, ou éditions Silex, un peu de poésie chez l'Harmattan, un peu aussi dans des maisons un peu obscures comme... Maison rhodanienne de poésie. Maison rhodanienne de poésie, où c'était une revue de poésie dans laquelle on sentait que les voix poétiques venaient s'installer là. Mais la première apparition, c'était vraiment le roman Bleu, Blanc, Rouge aux éditions Présence africaine que j'avais envoyé par la poste et que j'avais dû attendre 1 an pour qu'il soit publié. Normalement, j'aurais pu le publier ailleurs, aux éditions Stock, je pense à cette époque-là, mais je n'avais pas de manuscrit. C'était le seul manuscrit que j'avais. Et à l'époque, on tapait. Dans les années 90, on écrivait encore à la main, et puis on tapait à la machine, puis on reliait et on allait déposer chez un éditeur. Et comme j'avais jamais de réponse de Présence africaine, eh ben, un jour, me promenant dans le salon du livre de Paris, je croise Chantal Lapique, qui était la plus grande attachée de presse de Paris aux éditions Stock, qui me dit, mais avec l'énergie que vous avez là, comment vous n'avez jamais publié un roman? Je dis, oui, mais j'ai un manuscrit. Il dit, mais donnez-le-moi. Et j'arrive à la maison, je n'avais pas de texte. Le seul que j'avais, il était en lecture depuis 1 an chez Présence africaine. C'est au moment où j'allais le récupérer là-bas que Madame Diop l'attrape et dit, mais non, 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 on ne peut pas vous laisser aller puisque vous avez une lettre d'acceptation de votre roman et la lettre datée de plus de 7 mois. Donc on m'avait accepté depuis et on avait oublié de me dire que j'étais publié. Et je suis resté avec Madame Diop à Présence africaine, le côté maternel, le côté familial, le côté aussi maison historique, ayant publié les Aimé Césaire, les Diop, David Diop le poète, hein, pas le romancier actuel, David Diop de l'époque, toute cette poésie des Glissants. Et voilà, j'ai publié 2 livres là-bas avant d'aller aux éditions du Seuil en 2005 avec Vers cassé. Donc aujourd'hui, je suis en paix avec ces éditeurs parce qu'on sait que mes romans, je les publie aux éditions du Seuil en général
Et les essais, ça peut être chez Grasset, chez Fayard, voilà, chez Plon, ça ne me dérange pas puisque je reste en bonne relation. Alors on arrive à F. Oui. Moi j'aimerais bien que vous nous parliez des femmes, enfin c'est à vous de voir. Mais parler des femmes, les femmes, en particulier dans mes romans, sont toujours des femmes qui ont un courage. À commencer par le personnage principal qui est ma propre mère, mais il y a aussi les tantes, il y a aussi des cousines que je cache souvent sous des personnages qui n'ont pas l'air d'appartenir à ma famille. Les Bouanga Sabine que vous voyez par exemple dans mon livre le commerce des allongés. Bouanga Sabine, c'est une dame qui commande les autres femmes dans un marché. Ben, elle était ma tante aussi à côté, donc j'ai maquillé un peu les personnages à gauche et à droite. Je fais le jeu du romancier qui consiste à toujours maquiller les choses alors que les gens voudraient bien qu'on dise celle-là c'est ma mère, celle-là c'est ma tante, à côté c'est ma cousine. Donc ces femmes m'ont beaucoup entouré et puis aussi le fait que reconnaître que la femme est le lieu exact de notre épanouissement et de notre naissance, eh bien je l'ai su en voyant ce qui était autour de moi. C'est pour ça que j'ai toujours une affection particulière quand je vois une femme dont j'imagine que ma mère aurait eu le même âge. Aujourd'hui, si je vois une femme qui est dans les 75, 76, 78 ans, je me dis, elle aurait pu être ma mère et je lui donne autant d'obséquiosité que j'aurais réservé à ma propre génitrice, comme diraient les autres au Congo. Alors à G, vous mettriez quoi? Guerre ou des choses plus... Parce qu'après tout, dans certains de vos romans, comme Les Petits-Fils-Nègres de Vercingétorix ou d'autres, la guerre est présente. Oui, la guerre est très présente dans mes romans. Les Petits-Fils-Nègres de Vercingétorix est un roman inspiré des guerres civiles qui s'étaient passées au Congo-Brazzaville dans les années 90, donc 97, dans ces eaux-là, où il y avait un président au pouvoir et un autre qui avait été écarté et qui voulait reconquérir le pouvoir. Et dans leur appétit de pouvoir, ça avait créé des tensions dans la population au point de diviser le pays et de nous entraîner dans une guerre très très délicate. Et donc, et puis je pense toujours aussi à, comme je vois la guerre, le G, ça peut coller aussi pratiquement à tout ce qui se passe dans le continent africain, le génocide au Rwanda, les atrocités qui se passent, qui s'est passé du côté de l'Angola, ce qui se passe du côté du Soudan, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais de garantie dans la tranquillité dans ce continent africain. Donc ce G-là, il peut être à la fois guerre, il peut être aussi génocide, il peut être aussi dans une forme plus joyeuse, garantie. Comment rechercher les garanties qui feraient que l'Afrique ne tombe plus dans ces affrontements? Une garantie, en tout cas, quand on vous lit ou quand on vous rencontre, c'est le H de humour. Bon, disons que l'humour, on dit toujours, est le propre de l'homme. Maintenant, il faut dire l'humour est le propre de l'homme et de la femme, hein, puisqu'il faut équilibrer. J'ai vu que souvent, quand je regarde les sketchs, même ici en France, c'est toujours les sketchs des femmes humoristes qui me font plus rire. Hein. Charlotte de Turckheim, Muriel Robin, etc., etc., et qui me font prier de rire, et y compris aux États-Unis également. Mais je pense que l'humour, pour moi, est essentiel dans la mesure où parfois je brasse des sujets qui ont une gravité telle que si on les écrivait avec un costume sombre, ça déprimerait. Moi, j'écris pour dessiner les contours d'un certain enthousiasme. Et l'enthousiasme dans l'humour, c'est peut-être le meilleur ingrédient pour pousser les gens à prendre conscience de leur situation. Même à l'époque des fabulistes comme Ésope, La Fontaine, Florian,
ils utilisaient la fable, le côté un peu, voilà, léger des choses pour faire passer des choses plus graves. Alors à I, j'avais pensé à Iweala. Alors là, c'est à vous de nous rappeler ce Voilà. moment de votre parcours. Disons que Iweala, donc, qui s'appelle Uzodimma Iweala, qui est un romancier nigérian qui avait publié aux États-Unis un livre intitulé Beasts of No Nation, que j'avais traduit en France, Bêtes sans patrie. Donc je suis son traducteur, c'est le seul roman que j'ai traduit de l'anglais au français et ça m'avait fait une autre forme de découverte de ce que je pouvais faire dans la vie, lire en anglais, traduire pour le public français. Et Bêtes sans patrie, ce roman qui était sorti alors aux éditions de l'Olivier, était pour moi comme mon propre livre, parce que en anglais original, l'auteur, Uzodimma Iweala, nigérian, avait écrit en pidgin. C'était vraiment ce qu'on appelle là-bas un anglais pourri. Et moi, il fallait que je lui trouve une langue en français pour lui donner la même, peut-être la même distanciation, peut-être la même impertinence linguistique qu'il avait eue en anglais. Eh bien, le pidgin, pour moi, c'est peut-être la langue de la rue de Pointe-Noire. Eh bien, j'ai écrit le livre avec un aspect de la langue du Congo-Brazzaville, les congolités, j'ai mis. Donc il y avait un accent plutôt du Congo dans ces livres qui étaient nigérians. Est-ce que quand on arrive à K, je pense qu'en sautant le J, parce que comme on disait, on est bien obligé de... Ouais, Et puis je, ça suffit. ouais. Donc maintenant, c'est Kenge, évidemment, Pauline, votre mère. Oui, Alors, il faut savoir que, donc, comme elle était analphabète, elle n'a pas pu vous lire, oui. mais elle aurait pu tenir entre ses mains un de vos livres, mais ça ne s'est pas fait parce elle a disparu très tôt. Et, mais elle vous a laissé un talent de conteuse et aussi de comédienne. Parce que vous expliquez qu'elle ne faisait pas que raconter. Qu'est-ce qui se passait? Ben, ma mère était une vraie comédienne parce que la dernière comédie qui me reste en mémoire, c'est quand on allait prendre une photo. Elle était toujours, elle disposait les choses bien. Le verre doit être là. Toi, tu vas remplir le verre un peu. Il m'a mis, comme il n'y avait que de la bière, il a mis un peu de bière dedans. Mais il ne faut pas que je bois, sinon on va croire que j'ai bu de la bière. Et puis elle-même, elle a pris une posture telle que, eh ben, elle était le personnage principal. Donc elle savait mettre en scène les choses de l'existence. Mais quand elle racontait aussi des histoires, les contes de la brousse et de la forêt, comme on dit, eh ben, elle pouvait emprunter le rugissement voilà, d'un tigre ou les barrissements d'un éléphant, ou elle pouvait vraiment pousser des cris de grillons, des criquets, imiter le chat, et tout ça, quand on vous raconte une histoire tard dans la nuit, et que dehors, il n'y a pas l'électricité dans le quartier, et vous sentez que les personnages les plus peut-être épouvantables vont venir. Alors à elle, vous mettez quoi? À elle, je pourrais mettre peut-être la langue, comme ça on ne me fera plus le procès de me dire est-ce que j'ai des problèmes avec la langue française. J'ai toujours dit que je n'ai pas de problème avec la langue française et que c'était elle qui avait des problèmes avec moi. Moi, je l'ai apprise dans le feu du quartier. Tous les jours, il y a une langue française qui se baladait au Congo-Brazzaville. Je l'ai apprise, je l'ai apprivoisée. J'en ai fait aujourd'hui l'outil ou l'instrument principal de mon travail, aussi bien en tant qu'écrivain qu'en tant qu'enseignant. Donc, cette langue est très importante pour moi. Mais en même temps, la langue française que je parle est aussi enrichie par mon univers venant des langues congolaises que je parle, que ce soit le monokutuba, le bembe, le lari, celles que je comprends comme le vili, les kisundi, etc., etc.
Alors à M, si vous me permettez une suggestion, ce serait la musique? Oui, à M, ça serait la musique. Bon, la musique, c'est un peu euh, ma deuxième activité que je n'ai pas peut-être pu faire, mais je l'ai fait indirectement puisque j'ai produit deux albums de rumba congolaise. J'ai écrit des textes pour des chanteurs congolais dans ces albums. J'ai produit des vidéos. Je continue toujours à être l'émerveillé de la musique congolaise. Je veux la faire connaître dans le monde. Je veux la faire connaître auprès des jeunes qui pensent toujours que le monde était tel qu'il est aujourd'hui, avec de la musique préfabriquée, avec des choses qui sont déjà arrangées dans les machines. Je voudrais leur faire comprendre que la musique aussi, c'était cette passion qui faisait que l'individu n'avait que la voix ou son instrument et enchantait le monde entier. Alors à N, moi je mettrais bien Nantes parce que Mhm. c'était important pour vos études et puis c'est aussi le festival, enfin la ville que vous retrouvez en tant que directeur Mhm. du festival Atlantide. Qu'est-ce que ça vous évoque Nantes? Oui, Nantes évoque non seulement la première ville que j'ai vue en venant en France en 1989, puisque j'ai échoué là pour aller à la fac, j'ai fait une année là, mais en même temps aussi c'est la ville qui symboliquement pour nous autres qui venons d'Afrique, ça incarne le passage de l'esclavage, la condition noire, le fait que les gens transitaient par là, pas que Nantes, il y a Le Havre, il y a Bordeaux, beaucoup d'autres villes françaises qui avaient servi vraiment de lieu de transition pour le commerce qu'on appelait le commerce triangulaire, c'est-à-dire la vente des esclaves entre justement pris entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, ou l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, selon le parcours qui était fait. Donc Nantes reste pour moi une ville symbolique. C'est par là que beaucoup de choses néfastes sont arrivées, mais c'est par là aussi que des choses intéressantes doivent se créer. C'est pour ça que j'ai accepté d'animer un des plus grands festivals de cette ville, le festival Atlantide, dont je suis le directeur artistique et qui ramène le monde entier dans la ville de Nantes. Alors on a à peine parlé à P de poésie, Oui, alors que c'est quand même votre premier moyen d'expression oui, littéraire. Qu'est-ce que vous en faites dans votre vie, de la poésie? la poésie, la poésie demeure pour moi un domaine aussi important que le roman. J'ai commencé par être poète, j'ai publié plus de 5 recueils de poèmes avant de me lancer dans le roman. En même temps, j'ai accepté aussi aujourd'hui de prendre la casquette de directeur de la collection Poésie chez Point. Donc ça me permet de lire, de détecter les voix poétiques d'aujourd'hui et de les publier dans une maison prestigieuse directement en collection de poche. C'est dans ce sens-là que largement je fais découvrir la poésie de Percival Everett, que je remets en scène la poésie de Louis-Philippe d'Alembert, que je reprends par exemple la poésie de Louis-Philippe d'Alembert, que je reprends la poésie de Dany Laferrière, mais aussi des rappeurs comme Souleymane Diamanka qui ont publié là, de Thomas Vino, la plus belle voix de la poésie française actuellement, beaucoup de poètes que je publie, mais aussi que je réédite. Je réédite du Charles Baudelaire, je réédite Rabindranath Tagore, je réédite les grands classiques. Donc, c'est une expérience extraordinaire. Ce n'est pas une collection de poésie africaine, mais c'est une collection de poésie. Alors je voudrais venir directement à R comme Oui. Salman Rushdie. Oui. Salman Rushdie, c'est mon mentor américain. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance dès que je l'ai connu aux États-Unis. Voilà. C'est quelqu'un dont j'admire l'œuvre. Et je pense que ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire des gens malveillants qui ont sauté sur lui, un type qui a sauté sur lui pour lui planter des coups de couteau, probablement emporté par ce fondamentalisme,
Et bien ça m'a fait très très mal parce que je sais que c'est un des témoins de notre humanisme et Salman Rushdie tend toujours la main à la jeune génération. Et quand j'ai publié Lumière de Pointe-Noire là-bas, aux États-Unis, il était le premier à mettre un mot sur la 4e de couverture pour le promouvoir. Peu de romanciers dans notre paysage littéraire utilisent leur célébrité pour aider les autres. On est comme dans le radeau de la Méduse, on se bouffe les uns les autres, il y a 2 ou 3 personnes qui aident, mais à la fin, tellement qu'ils ont aidé, ils finissent par être dépossédés. Alors à Thé, est-ce qu'on peut faire une petite pause du côté des titres de vos livres? Oui, les titres, c'est important de les choisir. Vers cassé. Vers cassé, par exemple, c'est déjà le nom ou le titre d'une chanson de rumba congolaise de Simaro Lutumba de l'orchestre OK Jazz. Vous pouvez nous la chanter un peu, s'il vous plaît? Ah, mais si je la chante là, il va pleuvoir, j'espère. Bon, comme on m'a dit, mais il ne pleut jamais dans les réseaux sociaux ou à la télévision ou à l'écran. Je crois que c'était Tongo ya lelo, Tongo ya makambo mama, 10 ans de silence, oh, lelo nakuti yo lisusu. C'était, voilà une nouvelle journée qui vient de se lever. Après 10 ans de silence, je te retrouve encore. Voilà. Donc, cette chanson-là m'avait touché à l'époque parce que ça racontait une séparation plutôt d'un couple. Le monsieur dit on s'est séparés, mais c'est pas grave. Si un jour tu entends que je suis malade, ça me ferait plaisir que tu viennes me voir. Et il dit aussi à la femme, si un jour j'entends que tu es malade, je viendrai te voir. On s'est séparés, ça ne fait rien. Mais si tu as un enfant avec quelqu'un d'autre, s'il te plaît, donne-lui au moins mon prénom. Donc vous voyez que Vers cassé est une chanson d'amour qui, venant à l'intérieur de mon roman, qu'est-ce que ça venait faire là? Mais parce que le monsieur expliquait que sa vie, dans cette chanson, il expliquait que sa vie était comme un verre cassé, le verre s'était brisé, il est difficile de le recoller pour remettre le récipient à sa place. Et moi, le personnage principal de Vers cassé a une vie aussi en miettes. Il s'appelle Vers cassé parce que tout est en miettes, il ne peut pas recoller. Il s'appelle Vers cassé parce que sa femme aussi l'a quitté, sa femme qui s'appelle Diabolique, qu'il essaie parce qu'il boit beaucoup, il est alcoolique, et la femme est partie. Donc, il y a en moi peut-être dans la titrologie, puisque c'est ça la science de l'étude des titres, mes titres disent toujours quelque chose de précis et qui se passe dans le livre ou bien qui ont poussé que je puisse écrire un roman. Alors, on pourrait parler de voyage aussi comme à la lettre V, mais je voudrais plutôt vous proposer de faire un vœu. C'est difficile de faire un vœu, mais le vœu qui reste éternel, c'est celui de toujours se dire que nous ferons mieux la prochaine fois. Et je voudrais que chacun, dans tout ce qu'il entreprend ou dans tout ce qu'elle entreprend, eh bien, il faut que nous soyons dans l'exigence. Il faut que nous soyons aussi dans le partage, parce que c'est le partage qui est essentiel. Si vous êtes dans un monde de partage, eh bien, il y aura moins de division, puisque pourquoi vous diviser, puisque vous pouvez partager. Alors maintenant, on arrive au terme, ou presque, de cette abécédaire à la Mabankou, et je vous propose, sauf si vous avez une autre idée, parce qu'après tout, Z peut vous inspirer aussi, de nous arrêter sur le W. Le W comme Papa Wemba, hein, voilà. Papa Wemba, qui est l'un des grands musiciens de la rumba congolaise et qui nous a quittés il y a, je ne sais pas, 3-4 ans déjà, il faudra vérifier. Papa Wemba, c'est quelqu'un qui a marqué la musique congolaise, mais aussi la façon des jeunes de s'habiller, qu'on appelle la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Papa Wemba, c'était une voix, c'était une présence scénique. Papa Wemba, c'était
l'homme qui avait su internationaliser le lingala au point que dans tous les continents, on aimait cette langue, mais aussi chez les producteurs londoniens, c'est les producteurs anglophones comme Peter Gabriel qui avaient pu produire cet homme. Et pour moi, il demeure celui qui a chanté en quelque sorte la sape, mais l'a aussi pratiqué. Celui qui a mis de l'exigence dans la manière de porter l'art au sommet et d'entraîner toute une génération comme celle qui allait venir plus tard de Koffi Olomide, qui sont aujourd'hui des grands musiciens, les J.B. Mpiana, qui sont aujourd'hui les musiciens, les Werason, qui sont aujourd'hui des grands musiciens. Tous ces gens de la nouvelle génération qu'on appelle là-bas les Wenge, eh bien, ils doivent quelque chose à Papa Wemba. Papa Wemba qui était le musicien vraiment le plus connu de notre rumba. Et vous mettriez Babia dans cela? Babia, je le mettrai un peu plus tard parce que Babia, plutôt, ce sont les petits-fils de Papa Wemba. Papa Wemba a influencé Koffi Olomide. Koffi Olomide a influencé des jeunes comme les Fally Ipupa, les Ferré et les Babia. C'est une génération. Eh bien, les Ferré et les Babia vont un jour influencer d'autres musiciens aussi. Alors on va terminer comme ça en musique et en vous remerciant pour ce moment de l'être ensemble. Merci beaucoup. Voici pour moi les 5 voix de la nouvelle génération que j'apprécie le plus. Au numéro 5, il s'appelait Babia et pour moi, il était le digne héritier de Madilu System. Au numéro 4, c'est un ancien de l'orchestre Extra Musica. Il s'appelle Doudou Kopa, dont la voix grave est peut-être l'une des plus belles du Congo-Brazzaville. Au numéro 3, c'est peut-être le fils préféré de Werason. Il s'appelle Héritier Watanabe. Mérite-t-il le nom d'héritier? Bien entendu. Au numéro 2, c'est quelqu'un qui a une voix et qui a un style, le roi soleil. Au numéro 1, faut-il que je le dise? Je suis l'Élias, imitateur ya Jésus de Nazareth, yango bazoluka, bobo nanga pele kulusu, ndenge mama Marine kulusu balelaki ye.